Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur le plateau d'On se dit tout. Aujourd'hui, bien sûr, comme tous les rendez-vous, deux thématiques. Le dossier du jour est consacré au stress, le mal du siècle, mais inévitable pour autant. Eh bien, pas si sûr. On enchaîne justement ensuite après avec un autre sujet, peut-être lié au stress aussi, l'intolérance au gluten et l'allergie au gluten avec le professeur Nabila El Hello, consultante en nutrition. A tout de suite pour les détails. Le stress, notre dossier du jour. Ce matin, on en parle justement. On dit qu'à petite dose, il serait efficace, mais attention à l'overdose. Et on en parle avec vous. Madame Heidi, vous êtes coach certifié. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et Monsieur Abdelah Jarmouni, vous êtes psychologue, psychothérapeute. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le stress, on en parle aujourd'hui, on démystifie tout ça, on explique tout cela. Et justement, pour commencer, le stress, qu'est-ce que c'est pour vous, Monsieur Jarmouni? Parce que chacun le vit à sa manière. Mais est-ce qu'il y a un consensus général entre les spécialistes concernant le stress? D'abord, le stress est une réaction absolument normale de notre organisme. Et quand je dis nous, je peux parler de nous, je peux parler des animaux aussi. On réagit toujours pour s'adapter à une situation. Le stress, en ressenti de stress, il y a de l'adrénaline qui se déclenche pour nous permettre d'être au maximum de nos possibilités pour réagir efficacement à une situation donnée. Ça peut être une situation dans la rue, face à un risque d'accident, ça peut être un conflit professionnel, ça peut être un certain nombre de choses comme ça. Donc à la base, vous avez employé le mot démystifier. Oui, démystifions-le, il est normal. Le stress est normal jusqu'à un certain point, bien sûr. On va développer tout cela justement. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ait autant peur du stress? Parce qu'on baigne dedans. Parce que nos modes de vie modernes, d'une certaine façon, c'est pas seulement le mot modernité qui qualifie notre mode de vie, mais le mot de stress est appliqué à toutes les sauces, parce que dans presque toutes nos situations, nous avons des sources potentielles de stress. Je peux, encore une fois, dans la rue, avec mon supérieur hiérarchique, avec mon conjoint, voir se déclencher une situation qui peut être une situation de tension simplement, où je ressens une inquiétude, comme ça peut être une situation de conflit qui déclenche d'autres comportements, souvent négatifs, quand je ne sais pas justement maîtriser cette situation un peu difficile. Mais le stress reste quand même très subjectif. Ce qui me stresse ne vous stresse pas forcément. Absolument. C'est pour ça que je parlais de consensus. Est-ce que, par exemple, les spécialistes de la question s'accordent à dire telle situation est stressante et telle autre n'est pas stressante, ou finalement on garde cette part de subjectivité dans la problématique? Alors la part de subjectivité, elle y est absolument. On peut prendre un exemple très simple. Vous avez dans une grande banque un directeur qui est réputé être quelqu'un de très dur, de très agressif. Ce monsieur, il a 7 collaborateurs directs. Aucun des 7 ne ressentira le stress de la même façon. Ouais. Si aucun des 7 ne le ressent de la même façon, c'est tout simplement parce qu'il a sa propre capacité de gestion de stress. Et c'est souvent pour des raisons de personnalité qui sont elles-mêmes liées à d'où nous venons, c'est-à-dire de notre éducation, de notre enfance. Il est évident que un enfant qui est dirigé par des parents très autoritaires, qui ne savent pas faire des câlins, qui savent beaucoup faire des reproches quand les choses ne vont pas, va être plus tendu qu'un enfant qui est aimé, qui est encouragé quand il y a un problème, qui est soutenu par rapport à une difficulté. Ces mêmes 2 enfants, 30 ans plus tard sur le lieu de travail, vont être juste... Ils ne vont pas avoir la même capacité à gérer le stress. Alors justement, Madame Heidi, pourquoi on dit on pense surtout que le stress, c'est le propre du milieu professionnel? C'est vrai que le milieu professionnel est une grande source de stress parce que le stress, c'est surtout les relations avec les autres et les interprétations que l'on se fait de ces relations.
Et dans ces relations, ça apporte beaucoup de stress. Comme a dit M. Germoni, la relation avec son supérieur, la relation avec ses collègues, la relation avec tous les autres membres de l'équipe de travail. On n'a pas les mêmes relations avec tout le monde. On a des collègues qui vont être arrogants et que nous, on ne va pas supporter. Donc chaque jour, aller faire face à ces mêmes collègues, c'est une source de stress. Ça pousse les gens des fois jusqu'à démissionner. Donc le stress n'est pas toujours brutal, il se construit petit à petit? Il se construit petit à petit. Il y a 3 phases d'adaptation du stress. Il y a une première phase qui s'appelle la phase d'alarme, une deuxième phase qui est la phase de résistance, et une troisième phase qui est la phase d'épuisement. C'est comme ça que le stress s'installe. Donc phase d'alarme, phase de résistance et phase d'épuisement. Je crois que M. Germoni aussi. Et épuisement, voilà. Parfait. Mais en off, juste avant de démarrer l'émission, vous me disiez, mais le stress est bon aussi, il donne du punch, il permet de bien faire les choses. C'est justement ce dosage peut-être qui est difficile. Qu'est-ce qui est bon et à quel moment on peut dire, attention, tirer la sonnette d'alarme? Il faut tirer la sonnette d'alarme à partir de la phase de résistance. C'est-à-dire quand on est dans la... Deuxième phase. Quand on utilise toute notre énergie et que notre énergie ne se renouvelle plus. Et là, on tombe dans la phase d'épuisement. Par exemple, vous allez prendre un sportif. Un sportif, il est stressé, il est sous stress. Mais comme il est entraîné, il est préparé, et ce stress, il devient positif pour lui. Comment ils y arrivent justement? Comment ils restent dans la phase d'alarme, on va dire, c'est la phase, on va dire, qui est positive, et ils ne basculent pas vers la phase de l'épuisement. Comment ça fonctionne? C'est avec leur coach mental et leur coach sportif qu'ils arrivent à gérer ce stress et à se préparer. Et justement, nous, comment on peut le faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour tout un chacun de développer cette mentalité d'athlète pour ne pas tomber dans ce stress qui épuise? Monsieur Germoni. Quand vous dites mentalité d'athlète, vous tirez une petite sonnette d'alarme en moi. Oui. Qui me renvoie au fait que nous sommes des êtres humains, Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Notre propre personnalité, notre propre capacité à gérer les situations. Nous avons tous pour objectif, dans notre propre intérêt, de réussir le mieux possible ce que nous voulons réussir. Mais si j'emploie le mot alerte, c'est qu'il y a danger, et la meilleure façon peut-être de gérer ce danger, ce stress quand il arrive, c'est de relativiser le danger. C'est-à-dire? C'est de se dire, bon, je suis dans une situation qui m'inquiète, que je me pose des questions sur cette... Mais est-ce qu'on a ce recul, justement? Parce que, par exemple, si on prend l'exemple du milieu professionnel, on a l'impression, et je me trompe peut-être, mais on a l'impression que le milieu professionnel cultive le stress et cultive la politique du stress, dans le sens où une personne stressée, bien, c'est normal, c'est juste normal, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne demande pas à la personne de se poser des questions sur sa situation, sur son état. Vous parlez des entreprises, les entreprises veulent la performance. C'est Absolument. normal, c'est naturel, c'est sain pour l'entreprise. Après, il y a cette performance, elle est évaluée. Dans nos entreprises modernes, régulièrement, un cadre est évalué, même une assistante est évaluée. Cette évaluation, tout dépend de la façon dont je vais la vivre. Est-ce que je vais la vivre comme un moment où mon supérieur hiérarchique va me faire part des axes de progrès qu'il attend de moi? Est-ce qu'il va me sermonner, me mettre plus bas que terre? Déjà, à partir de ça, mon niveau de stress va être plus ou moins élevé. C'est à moi de relativiser la situation. Après, il y a des moments où c'est effectivement difficile de la relativiser. Si je sais qu'à l'issue de cet entretien d'évaluation, je risque de ne pas avoir de prime ou d'avoir une prime réduite, ce n'est pas du tout le même enjeu que si je sais que je risque d'être licencié. Mais avant même d'arriver à cet entretien, à ce moment d'évaluation au quotidien, quand vous parlez de performance, quand l'entreprise demande de la performance à ses salariés, qu'est-ce qu'elle met en place pour pousser à cette performance? Est-ce qu'elle ne met pas également en place, est-ce qu'elle n'active pas les mécanismes d'action du stress? Tout dépend de comment c'est fait.
Quand un objectif est bien présenté, quand il est bien étudié, quand il est réalisable, atteignable, quand il y a un contexte et un soutien pour atteindre cet objectif, je vais pouvoir être suffisamment motivé déjà. On en reparlera peut-être du facteur motivation dans la gestion du stress, mais je vais être suffisamment motivé pour atteindre ces objectifs, étant donné que j'y crois, étant donné qu'on a fait en sorte que j'y crois, étant donné qu'on m'a fait comprendre que je fais partie d'une équipe, que j'y ai toute ma place, que j'ai des choses à apporter et que je devrais y arriver. Maintenant, si on m'impose des objectifs inatteignables, comme malheureusement c'est parfois le cas, et que je ne me défends pas, je ne m'exprime pas sur le fait que c'est pas atteignable, je sors de cette désignation ou de cette fixation des objectifs avec un énorme poids sur les épaules qui rend cet objectif difficile. Atteignable. Mais alors justement, Madame Heidi, est-ce que les salariés dans les entreprises ont la possibilité de s'exprimer, de parler, de se défendre? Est-ce que vous coachez un petit peu ces personnes-là? Qu'est-ce que vous constatez au sein de l'entreprise? Alors, je vais être franche avec vous, Oui. Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises où on peut s'exprimer et dire, par exemple, cet objectif est trop ambitieux pour moi, je ne peux pas l'atteindre dans les délais imposés. Ou alors, il y a des entreprises où ce n'est pas possible et ça pousse à la compétition. Et donc, le salarié ne peut pas s'exprimer sur cet objectif-là. Il doit l'atteindre et s'il ne l'atteint pas, bien évidemment... Il ne peut pas s'exprimer parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de parler ou parce que c'est comme ça, c'est insidieux, c'est des non-dits. Soit c'est des non-dits, soit il n'a pas d'interlocuteur. D'accord. C'est-à-dire il n'a pas de personne en face de lui qui va l'écouter, qui va lui dire, bon, alors que cet objectif, est-ce que... Parce que l'objectif que cet employé va atteindre, normalement, il devrait être établi conjointement. Okay. Il ne devrait pas venir comme ça et on lui impose, on lui dit voilà, il faut atteindre cet objectif-là. Il faut en discuter avec lui parce que c'est lui qui va le faire. Alors on parle de stress, on parle de cause de stress, mais ce stress-là, il s'exprime comment? Et comment faire la différence entre stress, angoisse et anxiété? Par exemple, ces gens, quand vous les rencontrez et qui viennent vous voir, parce qu'ils vous disent je sens que je suis stressée, je ne me sens pas bien, comment ça s'exprime concrètement? Ça s'exprime parce qu'il y a des symptômes. Voilà, il y a lesquels? des symptômes au niveau physique. Alors, c'est j'ai mal à la nuque, j'ai mal un peu au dos, j'ai la boule à l'estomac. Tout ça, c'est physique. Et au niveau émotionnel, c'est la peur, l'inquiétude, la boulimie, l'anorexie, l'insomnie. Et donc tout ça, ce sont des symptômes de stress, mais qui ressemblent aussi peut-être à l'angoisse, non, Monsieur Jalmouni? Comment faire la différence entre angoisse et stress? Moi, j'ai envie de commencer par parler de niveau de stress. D'accord. Il y a un niveau de stress gérable qui n'a aucune répercussion sur votre fonctionnement à la fois au travail et à la maison. Et il y a un niveau de stress qui devient difficile à gérer. On parle de stress aigu, stress ponctuel. Je suis en train de rouler dans ma voiture, tout d'un coup il y a un enfant qui traverse, je suis affolé, je freine sec. Dans les 5 minutes qui vont suivre, je vais avoir un cœur qui bat très fort, je vais être en colère ou autre. Mais avant on disait j'ai peur, maintenant on dit ça m'a stressé. Est-ce que c'est un changement de jargon, de terminologie? Moi je dis toujours j'ai eu la trouille. Ouais. C'est un petit peu exagéré. Maintenant on dit entre collègues, des fois il y a des collègues qui disent sans savoir le poids, tu me stresses. Tu me stresses, exactement. Juste pour une petite demande toute simple. Mais tu me stresses aujourd'hui, tu demandes trop, tu me stresses. On met ça à toutes les sauces. On met ça à tous les sauces. Même les enfants le disent à leurs parents maintenant, mais tu me stresses. On va parler des enfants aussi. C'est devenu une petite phrase qu'on dit à tout va sans en mesurer l'ampleur. L'ampleur, tout à fait. Donc le stress aigu, c'est celui-là. C'est celui qui intervient à un événement particulier. C'est celui qui intervient dans des circonstances particulières. Par exemple, moi, là, c'est la première fois que je suis sur un plateau. Je ne veux pas dire que je suis zen. Vous êtes à l'aise? Vous n'avez pas la trouille? J'ai pas la trouille. Mais l'idée, c'est le stress aigu et plutôt accompagne des moments passagers qui vont s'arrêter. Le stress chronique, et ce que décrit Myriam, c'est quand on commence à avoir des choses qui durent. J'ai trop souvent mal à l'estomac, j'ai trop souvent mal à la tête. Là, je suis peut-être un petit peu dans l'anxiété déjà. Oui. Ensuite, quand ça va beaucoup plus loin, j'ai de lourdes insomnies, je n'arrive plus à me concentrer, je suis tout le temps angoissé. Là, on est dans l'autre phase
si on peut les synthétiser comme Ouais. ça, qui s'appelle la phase du stress chronique. Le stress chronique doit être pris au sérieux parce qu'il peut avoir des répercussions importantes sur notre corps. Notre corps, c'est notre seul outil de vie. On ne va pas atteindre je ne sais quelle performance si notre corps nous a lâchés. Tout à fait. Donc il faut arriver à s'observer. Mais justement, s'observer et prendre soin de soi, la problématique aussi qu'on relève, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup de stress, beaucoup d'articles dans la presse, beaucoup d'articles sur Internet, beaucoup de coachs qui sont là pour lutter contre le stress, mais en même temps, c'est peut-être une constatation, je la partage avec vous et vous me dites ce que vous en pensez, on a l'impression que ce stress reste quand même toléré. C'est un mode de vie aujourd'hui qui s'installe, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Le fait qu'on ait plusieurs tâches à gérer en journée, par exemple, c'est source de stress, mais on assume presque ce stress. Est-ce que c'est vrai? Oui, on l'assume complètement. Et c'est comme a dit M. Jalmouni, ce n'est pas le stress chronique. Ça, c'est le stress de tous les jours, de la vie de tous les jours. Mais celui-là, est-ce qu'il ne se transforme pas en stress chronique? C'est ça qui donne le stress chronique. C'est ce stress de tous les jours. Gérer les enfants, gérer les devoirs, gérer les courses, se gérer soi, gérer son travail, gérer les autres. Alors là, oui, effectivement, il faut faire attention à ne pas tomber dans le stress chronique, à ne pas s'épuiser. Il faut prendre du recul et commencer à prendre soin de soi, déjà. Ne pas se laisser tomber dans cette phase d'épuisement et de dépression. Mais certaines personnes, par exemple certaines femmes ou certains hommes pourraient dire on ne peut pas faire autrement. On a beaucoup de contraintes, on a beaucoup de charges, la vie nous mène vers cela, qu'on le veuille ou non, on se retrouve à baigner dans ce stress au quotidien. Si je peux me permettre, oui. Pour compléter la réponse de Myriam, il y a face à toutes ces causes de stress, tout ce potentiel de... Quand je sors de chez moi le matin, il y a 100 raisons potentielles de me stresser. D'accord. Dans ma vie. Maintenant, ça va dépendre de la façon dont moi je les prends, dont moi je les intègre, dont moi j'en prends conscience, dont moi je relativise l'importance de certaines choses par rapport à d'autres. C'est un petit peu l'erreur que nous faisons, c'est de avoir toutes les priorités. Toutes les priorités. Et puis, il y a un aspect qui est lié à la personnalité, qui fait que certaines vont gérer tranquillement les mêmes problèmes, pendant que d'autres vont un petit peu s'affoler. Et cet affolement, quand il nous amène à dire c'est la vie, c'est comme ça, c'est le stress, on ne peut pas faire autrement, ce sont des gens qui perdent de vue le fait qu'ils ont la possibilité de gérer, qu'ils ont des manettes intérieures et des manettes extérieures. Ils peuvent gérer, ils sont leur seul outil, comme je le disais tout à l'heure, et ils sont dans la gestion de cet outil. Ils peuvent le gérer. Nous avons tous une possibilité, dans le domaine du stress ou dans d'autres, d'être plus actifs dans la gestion de notre vie et d'être moins dans le fait de subir. La personne qui Mais dit, il faut avoir cette capacité, avoir justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que notre différence, c'est dans notre différentes capacités à faire face à ces agents stresseurs. Oui, mais cette capacité, elle vient de quoi? Vous l'avez dit, par exemple, en début d'émission, vous avez dit, ça vient également de notre éducation, de la façon dont nous avons été structurés. Alors, quand 30 ans après, face à des agents qui sont là pour nous stresser, certains vont pouvoir gérer et d'autres moins. Mais ceux qui n'y arrivent pas pour toute cette structuration qui s'est faite petit à petit. Alors comment, justement, est-ce que c'est possible de désamorcer? Parce que quand vous dites ce que ces gens ne savent pas, c'est qu'ils ont les moyens en eux pour y arriver. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui a été fabriqué, si j'ose dire, de la sorte? Un début de piste, c'est peut-être déjà de rediviser le stress en causes externes et causes internes. Si je sais que moi, je tremble devant mon supérieur hiérarchique pendant que je vois mes collègues parfaitement zen pour les mêmes raisons, ça peut m'amener déjà à regarder pourquoi moi je suis comme ça. Ça peut m'amener à me poser des questions. Tiens, d'où ça vient? Pourquoi je suis comme ça? Et je vais certainement, si je fais ce travail avec suffisamment de persistance, je vais certainement avoir des souvenirs qui vont me revenir. Tiens, quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu tel incident qui m'a gravement marqué, qui a fait que je suis resté avec une certaine anxiété depuis. Ça peut aussi tenir, je peux aussi découvrir que, tiens, quand j'ai raté mon bac, ça m'a vraiment inscrit dans une espèce de syndrome d'échec et que depuis, je suis stressé à l'idée d'un échec.
Je donne des exemples Absolument. comme ça, mais Ce il que peut y vous en dites avoir. en fait aux téléspectateurs, c'est de se permettre de prendre un peu de recul vis-à-vis de soi. Alors, de se permettre de prendre un recul vis-à-vis de soi, mais aussi d'avoir la volonté, le courage de le faire. Ce n'est pas toujours facile de regarder à l'intérieur de soi. Alors, on va revenir sur ce point, mais si vous le permettez, justement, Mariam, vous, par exemple, en entreprise, lorsque vous coachez des salariés, et que, justement, est-ce que vous essayez avec eux de rentrer dans ces détails-là? Je réagis comme ça, pourquoi? Pourquoi vous réagissez de la sorte? Alors bien sûr, on commence toujours par... Il y a des tests dans le coaching, et notamment celui de Taïbe Keller sur les pilotes clandestins. Vous savez, on a des petites phrases avec lesquelles on a grandi. Oui. Et ça, on vous dit soit parfait, par exemple, pour les perfectionnistes. Vous avez des gens en entreprise qui sont perfectionnistes. Et ce perfectionnisme va leur générer un stress. Parce qu'ils veulent que tout soit fait comme ils veulent. Alors que quand on est dans une équipe... C'est pas possible. Il y a des délais, il y a des choses à rendre rapidement, moins rapidement. Donc, il faut aller au rythme de la musique de l'équipe. Et il y a des gens qui sont des faits plaisir, qui prennent le travail de tout le monde, qui ne savent pas dire non. Et ça aussi, ça génère un stress énorme parce qu'ils font le travail des autres, ils sont la petite, comme on dit en arabe, l'équipe, et qui vont faire le travail de tout le monde. Donc tout ça, on voit avec la personne, avec le salarié, on voit avec lui, on fait des tests, on fait d'autres tests sur la personnalité, sur plein de choses, et donc on voit avec lui, et la personne se découvre, il dit oui, effectivement. Et bien sûr, ça se fait dans la douleur, parfois? C'est difficile pour la personne de se voir à travers ces tests? Pas forcément, parce qu'une fois qu'il voit qu'il est comme ça et qu'on lui dit, bon, voilà, c'est parce qu'en fait, tu es stressé parce que tu es comme ça. Mais c'est un forage un peu dans la personnalité de l'individu, vous allez loin. On remonte pas au Vous n'allez pas aussi loin que le psychothérapeute? Non, nous, c'est l'ici et maintenant. Le coaching, c'est l'ici et maintenant. Donc, on travaille comme l'état présent, on voit... Après, on passe à l'état désiré. Donc, on travaille surtout pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, on travaille, comme j'ai dit, l'ici et maintenant. Donc, on voit avec lui pourquoi il accepte. Parce qu'il dit, pourquoi moi j'accepte toujours? Je ne sais pas dire non. Non, oui. Donc, tout ça, et puis vous avez d'autres qui ne savent pas parler, qui ont des problèmes de prise de parole en public aussi. Ça aussi, ça génère du stress quand tu dois faire des présentations, des choses comme ça devant des directeurs. Ils en sont incapables. Mais ça, ils le réalisent. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'évoluer. Et ça les freine. C'est limitant. Ce stress-là, ça les limite. Donc, ils ont envie d'évoluer, de casser cette coquille et de sortir un peu de tout ça pour pouvoir arriver là où ils veulent arriver. Alors justement, quand on travaille en équipe, vous avez dit qu'il faut aller au rythme de la musique. On va prendre un exemple. Oui. On va prendre l'exemple d'une personne qui sait gérer son stress. Et pour elle, le stress est positif. Et elle travaille par contre avec une autre personne qui, pour elle, le stress est complètement négatif. Alors justement, ça c'est bien. Oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Comment justement? Parce que la personne qui sait gérer son stress va tamiser un peu l'autre personne et va la calmer. Il faut qu'elle soit capable de tamiser parce que sinon elle pourrait mettre de la pression sur l'autre. Pourquoi elle ne va pas au même rythme que moi, en quelque sorte? Est-ce que ça peut, c'est un cas de figure aussi? Mais en général, les personnes qui sont zen et savent trouver les mots pour calmer les personnes qui sont un peu, je vais dire, speed et qui sont un peu dans la rapidité, dans la précipitation. Il faut toujours tout faire vite. Ça, c'est un peu les dépêche-toi. Oui, on dit. exactement. Oui. Donc, la personne qui est zen va trouver les mots et va pouvoir tamiser l'autre. D'accord. Donc, à la limite, on peut dire que c'est une bonne... Ça, c'est bien, on a fait ça, on est dans les temps, il faut faire un plan d'action. On va tel jour, si on arrive à tel jour, on est arrivé à ce stade-là, c'est très bien. On va nous laisser du temps pour revoir, on va faire... Vous voyez, donc c'est comme ça. Et justement, dans une équipe, il faut qu'il y ait un petit peu de tout. Okay. Il ne faut pas qu'il y ait que des gens stressés, parce que c'est pas possible. Il ne faut pas qu'il y ait que des gens zen, parce que sinon le travail ne sera pas fait non plus comme il faut. Il faut qu'il y ait un petit peu de tout. D'accord. Alors, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en train de dire qu'il ne faut absolument pas être performant, il ne faut pas être bien, non, il faut être dynamique, il faut avoir de l'ambition, il faut aller de l'avant, mais il faut être regardant vis-à-vis de soi et faire attention à sa personne et ne pas laisser le stress nous bouffer. Alors, justement, Monsieur Jarmouni, Mariam Heidi disait, dans le coaching, on solutionne maintenant, le maintenant. Pour vous, dans la psychologie et dans la psychothérapie, ce forage, il va jusqu'où? Pour que la personne comprenne en fait pourquoi elle n'arrive pas à gérer son stress, pourquoi elle est dépassée par ce stress, on l'a dit en début d'émission, c'est une structuration qui se fait dès le départ.
Quelquefois, il suffit de creuser le maintenant, quand justement les choses sont relativement en surface. Quelquefois, ce n'est pas suffisant. Je pense par exemple à quelqu'un, je prends un exemple d'une personne qui aurait été surstressée par ses parents pour atteindre d'excellents résultats dans ses études et puis dans sa vie professionnelle, qui a subi, intégré, accepté cette surpression parce qu'elle n'avait pas le choix. C'est pour ça que moi j'estime qu'il est important de donner aux enfants le choix. Mais parce qu'elles n'avaient pas le choix, elles ont subi un certain nombre de pressions. Arrivées à l'âge adulte en milieu professionnel, ils peuvent rencontrer des problèmes de stress qu'ils n'arrivent plus à gérer. Il faut déjà qu'ils se rendent compte que ça atteint un niveau qui n'est plus supportable. Et les gens ne s'en rendent pas compte? Les gens s'en rendent compte, mais vont parfois chercher des solutions du genre ben, je vais prendre plus de Doliprane ou je vais aller voir un médecin qui va me donner un calmant ou. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des solutions internes qu'ils peuvent mettre en... Quelquefois, les médicaments sont nécessaires, je ne le nie pas. Mais je dis qu'avant d'en arriver là, commençons par regarder à l'intérieur. La personne qui prend en conscience que durant la première partie de sa vie, elle a été conditionnée à être en sur-régime et qui ne sait fonctionner que comme ça, si elle arrive à en prendre conscience, elle va peut-être déjà, en quelques semaines, modifier son comportement d'aujourd'hui avec les personnes d'aujourd'hui et approfondir en questionnant son passé. Et l'idée n'est bien sûr pas de trouver des coupables ou des responsables. Absolument pas, mais d'évoluer. On revient en deuxième partie, surtout sur la structuration des enfants, parce que ce serait bien aussi d'accompagner ses parents aujourd'hui et sauver ces enfants ces adultes de demain, ne pas être de grands stressés. On se retrouve dans un petit moment et on retrouvera également professeur Nabil El-Hello pour faire le point sur allergie et intolérance au gluten. À tout de suite. Allez, on reste avec vous sur Mediane TV. Un plaisir de vous retrouver dans On se dit tout et de retrouver les experts qui sont là pour répondre à vos interrogations. Ce sont vos problématiques. Le stress, on en parle ce matin justement avec nos experts. Et on retrouvera tout à l'heure professeur Nabil El-Hello. Elle est consultante en nutrition et on fera le point sur l'intolérance et l'allergie au gluten. J'y arrive, voilà. Allez, on enchaîne justement. Merci beaucoup d'être avec nous. Mariam Heidi, vous êtes coach certifié et M. Abdelila Jarmouni, vous êtes psychothérapeute. Ce qui a sauvé surtout, c'est ces enfants d'aujourd'hui, adultes de demain. Et on a dit en début d'émission que le stress, justement, pouvait se construire, ou l'ADN du stress se constitue en nous dès notre enfance à travers les parents, l'école, la société. Justement, comment on peut structurer les enfants? Quels conseils donner aux parents? Des pistes, vraiment des choses à éviter, ces fameuses phrases assassines ou ces fameuses phrases en fait qui nous conditionnent. Monsieur Jarmouni. J'ai envie de dire qu'un enfant, il a un papa et une maman. La première des ressources qui est vitale pour lui, en dehors de l'alimentation, c'est la compréhension et l'amour de ses parents. Je pense qu'un enfant qui est aimé, correctement aimé, sans être étouffé et sans être négligé, va grandir avec un certain niveau de quiétude, qui est l'inverse de l'anxiété. Ce niveau de quiétude va lui permettre d'aborder d'autres phases de la vie, l'école maternelle, l'école primaire, avec une certaine assurance et avec la capacité de créer avec son entourage des relations qui ne sont pas stressantes. Plus tard, il aura également, à travers ses premières réussites, développé une confiance en lui. Une confiance en lui qui fait qu'il peut aborder des situations nouvelles ou des situations stressantes avec la perception. Mais pour les parents qui nous regardent, ils peuvent tous se dire, mais nous sommes tous des parents aimants pour nos enfants. Alors, que veut dire le spécialiste par ça? Ce que je veux dire par ça, c'est quand j'ai pas dit qu'ils n'avaient besoin que d'amour, j'ai dit la première nourriture dont ils ont besoin, c'est celle-là. Si vous aimez votre enfant de la meilleure façon du monde jusqu'à ce qu'il ait 3 ans, 4 ans, et puis dès qu'il rentre à l'école, on lui dit stop, tu changes, je veux de bons résultats, sinon tu ne verras pas ceci, sinon je vais me fâcher, sinon je vais crier. Le besoin, le nutriment indispensable de l'enfant qui est l'amour de ses parents,
devient conditionné à des réussites. Certains diront, ben, on le prépare justement à l'avenir, on le prépare au stress, à la pression. Si on prépare au stress, on risque de préparer au burn-out. Oui. D'accord ? Il faut préparer à des situations difficiles, mais tout en les présentant comme gérables et aussi en respectant l'intégrité de l'enfant, tout en respectant ses capacités personnelles. Tous les enfants ne sont pas les mêmes et il y en a certains qui subiront plus facilement que d'autres une pression un peu excessive. Mais il est également important dans ces moments-là de créer et de maintenir un dialogue. Maman, j'ai pas envie de faire mes devoirs maintenant. Je les ferai tout à l'heure après le goûter. Est-ce que c'est si grave qu'il les fasse tout de suite, s'il les fait seulement après? C'est ce genre. Relativisé, c'est en cette fait. expression qu'il faut autoriser. L'enfant n'est pas un objet qu'on remplit de savoir-être ou de savoir-faire. L'enfant est un être autonome, individuel, qui a ses envies, ses besoins. Répondons à ses besoins, écoutons-le sur nos besoins, créons, maintenons ce dialogue, cette discussion. À partir de ce moment-là, à partir du moment où l'enfant sait qu'il peut dire non ou bien non, pas tout de suite, s'il le ressent, je pense qu'avec ça, on crée une sorte de sécurisation de l'enfant. Il n'a pas peur d'exprimer ce qu'il pense. Il y a aussi le volet sanction. Dans notre rôle de parents, nous devons avoir l'autorité, nous devons cadrer, nous devons préparer l'enfant à un avenir qui ne sera pas fait de choses faciles et amusantes. Mais dans notre façon d'exercer notre autorité indispensable, il y a la façon dont je me contrôle, il y a la façon dont je me lâche. C'est pas parce que mon supérieur hiérarchique m'a engueulé ce matin que je vais me défouler sur mon fils en rentrant parce qu'il n'a pas encore fini ses devoirs. Et ce sont des choses que nous voyons dans les maisons, qui se sentent, qui se voient. Et justement, on consacrera prochainement une émission sur cette thématique en particulier, la sanction aussi, ça c'est, comme vous l'avez dit, tout un volet. Madame Heidi, peut-être, on arrive vers vraiment la fin de notre rendez-vous ensemble aujourd'hui, et je lisais dernièrement une étude américaine qui dit que les enfants sont source de stress pour les mamans et source de bonheur pour le papa. Et justement, on a beaucoup parlé des employés, on va parler des employés, eux, en particulier. Est-ce que les femmes sont beaucoup plus stressées que les hommes en milieu professionnel? Oui, surtout si elle est maman, elle travaille à l'extérieur et donc elle vient à la maison. Et si le papa est démissionnaire et qu'elle a toute la charge de la maison avec les enfants, faire les courses, faire à manger, faire les c'est une réalité. C'est-à-dire quand on en parle, on a l'impression que c'est une caricature, mais c'est une réalité pour beaucoup de femmes. Oui, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui sont championnes dans l'organisation, qui arrivent à surmonter tout ça et qui s'organisent très bien avec par la leurs force enfants. des choses. Oui, avec leurs enfants et qui arrivent à rendre leurs enfants plus autonomes. Et c'est ce qu'il faut. Mais justement, par exemple, quand vous faites du coaching, pour ce profil de femme, par exemple, elle bosse, elle a la maison, elle a les enfants, elle a les courses, la liste est longue et on va dire, elle ne peut pas délaisser une tâche pour une autre. Parce que pour elle, il faut tout faire, parce qu'en tant que mère et en tant qu'employée, il faut tout réussir. Comment vous faites du coaching par rapport à ce profil-là en particulier? Ça dépend de la problématique de la personne déjà. La problématique du stress, bien sûr. Toujours dans le stress. Oui, mais c'est souvent c'est pas que le stress. Il y a toujours une problématique qui est cachée par le stress. Comme quoi, par exemple, elle y arrive plus, donc elle sature. Elle sature, ou elle cherche à renouer le dialogue avec son mari parce que son mari ne l'aide pas et qu'elle n'arrive pas à exprimer ses besoins. Donc elle a besoin de les exprimer et elle ne sait pas comment faire. Donc il y a souvent un conflit qui est caché mais qui n'est pas déclaré dans le couple. Elle a peur d'arriver à cette phase de confrontation, de rupture. Elle la sent venir et elle a peur d'y arriver. Donc elle cherche des solutions et elle cherche un moyen pour pouvoir... Donc en fait elle cherche des solutions pour elle, pour être encore plus performante dans tout ce quotidien, pour éviter d'en parler au mari, c'est ça? C'est pas pour éviter d'en parler, c'est pour comment lui en parler, parce qu'elle n'en a pas parlé pendant un certain temps. Donc comment en parler, comment utiliser les mots qu'il faut, comment ne pas faire intervenir les enfants pour que tout reste
comme Donc il en est, fait, le stress peut cacher aussi ce genre de, bien sûr. ce genre de problème plus profond. Vous Bien rencontrez sûr, ça bien en sûr, cabinet, bien sûr. Monsieur Jadmoni? C'est-à-dire que je voulais rebondir sur ce que Mary m'a dit. Votre dernière question prouve bien que le stress, c'est quelque chose qui n'a pas une tête, mais 1000 têtes. Oui. Le monsieur qui va travailler le matin, selon qu'il a dit au revoir sur un ton gentil à sa femme ou qu'ils se sont disputés juste avant, va être plus stressé en arrivant au travail, va être plus stressant pour son entourage. Donc réellement, je pense que s'il y a une clé, c'est quelle relation à soi-même pour se comprendre et quelle relation aux autres. Avoir ça en tête, que parfois un mot déplacé peut créer une mauvaise relation avec une personne pour une période d'1 an. D'accord. C'est une prise de conscience nécessaire. Nous ne devrions plus dire le stress, c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Parce que quand il n'est pas géré, il peut mener à des problématiques beaucoup plus graves, notamment physiques. Absolument. Et on sait aujourd'hui que beaucoup de maladies chroniques, l'un des facteurs déclenchants, c'est le stress. C'est avéré. Justement, on arrive vraiment vers la fin. Oui, Myriam, pardon. Je voulais rajouter quelque chose par rapport aux enfants que les parents devraient savoir, c'est que un enfant, c'est pas. On a souvent dans nos sociétés marocaines, mais qui a fouet. Donc on parle de choses devant un enfant qu'il peut garder, qu'il peut enregistrer et garder en tête, et on ne discute pas assez avec l'enfant. L'enfant, comme a dit M. Jalmoni, n'est pas notre objet. On doit prendre son avis pour l'école, pour ses vêtements, pour beaucoup de choses, et ça va faciliter énormément de choses aux mamans. C'est-à-dire prendre son avis pour tout? Pour tout. Oui, discuter avec lui. Je vais t'inscrire dans une école. Pourraient dire on ne prend pas l'avis d'un enfant à chaque fois. Il faut aussi se positionner en tant que parent, en tant que guide. Si je peux me permettre, oui. Prendre son avis, oui. L'écouter au maximum et faire preuve de notre autorité légitime quand c'est nécessaire. D'accord. Les limites. Les limites, voilà, absolument. On va aller sur vraiment les conseils pour clôturer la thématique d'aujourd'hui. On a évoqué plusieurs volets. L'idée, en fait, c'est de permettre aux téléspectateurs de se permettre cette introspection, prendre du recul vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son quotidien. Monsieur Jalmoni, à vous la parole pour le... J'ai envie de rajouter une chose, il faut s'aimer. Il faut s'aimer comme une personne qui est une personne unique. Nous sommes 7 milliards d'habitants, c'est une chance d'être une personne unique. Nous avons certainement des qualités que personne n'a, ou en tout cas nous avons un potentiel qui est nous, qui est notre couleur, qui est la personne que nous sommes. Il faut s'apprécier comme nous sommes. Il faut ensuite étudier et analyser les situations où nous sommes stressés. Lorsque je suis stressé, je sors d'une réunion avec ma femme ou avec, comme ça vient d'être dit, ou avec mon boss, je ne me sens pas bien à un instant T. Je peux m'asseoir et me dire qu'est-ce que je ressens. De la colère, de la peur, de la frustration de n'avoir pas pu m'exprimer. Et d'où ça vient tout ça? Et pourquoi j'ai pris ça plutôt que comme ça? C'est en questionnant nos émotions au moment où nous sommes stressés que nous pouvons nous préparer mieux pour la prochaine situation similaire. C'est en questionnant qui nous sommes, qui nous aimons. On ne va pas dire qu'il faut aimer notre stress, mais il faut le prendre à un moment donné comme une source d'analyse de ce stress, pour peu qu'on se donne le temps de l'analyser, non pas comme quelque chose qui est là et qui ne changera pas, mais comme quelque chose qu'on peut changer. Changer soi-même. Merci beaucoup, madame, monsieur. Myriam Heidi, vous êtes coach certifié. Monsieur Ilah Jalmoni, vous êtes psychologue, psychothérapeute. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'On se dise tout. Le stress, à regarder sur mediantv.com. Moi, je reste avec vous. On enchaîne dans un petit moment avec professeur Nabila El-Hello, consultante en nutrition. On fera le point sur allergie et intolérance au gluten. À tout de suite.
Allez, on se retrouve pour cette deuxième partie, l'interview santé tout de suite sur Médiane TV dans On se dit tout, allergie, intolérance au gluten, qu'est-ce que c'est exactement, quelle différence? On en parle tout de suite et sans plus tarder avec vous, professeur Nabil El-Hello. Vous êtes biochimiste et consultante en nutrition. Bonjour, merci d'être avec nous. Marhaba bik Lalla. Merci beaucoup. Alors, justement, quelle est la différence entre allergie et intolérance au gluten? On a l'impression que c'est un petit peu une terminologie à la mode. Tout le monde parle de ça. Mais d'abord, comprenons la différence entre allergie et intolérance. Alors, je vous remercie déjà pour votre invitation. Avec plaisir. L'intolérance au gluten, c'est lorsque on fait des analyses et qu'on trouve des anticorps antitransglutaminase. Donc, c'est très clair. C'est aussi lorsqu'on a fait une biopsie et qu'on a trouvé au niveau des cellules intestinales, on trouve au niveau de l'intestin, en fait, une réaction qui fait qu'on a déjà nos cellules intestinales qui sont touchées par cette réaction, comme on a dit, au gluten. L'allergie, c'est quand la personne va faire des malaises, comme pour l'intolérance, mais qu'on ne trouve pas au niveau des analyses sanguines, on ne trouve pas justement ces anticorps antitransglutaminase et qu'au niveau de la biopsie, on ne trouve rien. Mais ce sont quand même des personnes qui vont souffrir, qui vont avoir des réactions, des ballonnements, des douleurs, voilà. Alors justement, c'est-à-dire avant de faire ces investigations, on a des symptômes. Oui. Alors quels sont les symptômes un petit peu déjà de l'allergie et ensuite de l'intolérance? Alors c'est un petit peu la même chose et c'est pour ça que c'est très complexe de poser le diagnostic de l'intolérance au gluten parce que c'est en fait quelque chose qui s'apparente à d'autres troubles gastriques. C'est en fait malheureusement la raison pour laquelle il y a beaucoup de retard de diagnostic. Et c'est très dommage parce que plus on tarde à diagnostiquer, plus le traitement est difficile. Mais en fait, tout simplement, ce qui est très clair, c'est que pour l'intolérance au gluten, le seul traitement, il n'y a pas de médicament, c'est d'arrêter de manger les aliments où il y aurait du gluten. Alors, on va les détailler, mais avant, si on peut un petit peu, peut-être parler un peu plus des symptômes, c'est-à-dire quand vous dites ça ressemble à d'autres maladies gastro-intestinales, mais c'est quoi? C'est des ballonnements, c'est des douleurs, c'est des constipations? Ça peut être diarrhée. Ça peut être une diarrhée, ça peut être constipation, justement. Donc chronique? Oui, c'est vraiment... Les réactions ne sont pas du tout les mêmes chez... Beaucoup de ballonnements, peut-être? Ballonnements, des fois diarrhée, donc c'est vraiment l'inverse. Constipation, douleur, malaise, il peut y avoir des problèmes même au niveau de la peau, il peut y avoir des allergies, les personnes peuvent commencer à se gratter, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui vont aller voir des dermatologues, donc il faut y penser. Mais justement, qu'est-ce qui se passe en fait? On a mal au ventre, pour une raison ou pour une autre, soit ballonnement, soit diarrhée, soit constipation, on va voir un gastro, il fait ses vérifications, il ne trouve rien, donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit vous n'avez rien du tout, on ne trouve rien aux examens, et donc on repart, on continue notre alimentation normale. Et qu'est-ce qui se passe en fait? À quel moment le patient est dirigé vers ces examens approfondis pour rechercher une intolérance au gluten? Alors, l'intolérance au gluten, le problème, c'est que lorsque ça commence vraiment, lorsque ça a pris du temps et que le diagnostic n'est pas posé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cellules intestinales, notre tube digestif est touché. Il y a une malabsorption qui va commencer à se faire et malabsorption des autres des nutriments en fait. Et il peut y avoir une perte de poids importante, il peut y avoir un manque de nutriments, donc des carences. Et ça peut donc avoir des conséquences sur notre métabolisme, sur la perte de cheveux, par exemple. Tous nos phanères peuvent être touchés, parce qu'à partir du moment où on n'a pas ces nutriments, ces micronutriments, ça peut interagir sur vitamines et oligo-éléments. Vitamines, oligo-éléments, mais aussi nos macronutriments qui ne sont pas digérés correctement, c'est-à-dire les glucides, les lipides et les protéines. Alors les protéines, justement, par exemple, je prends le cas des protéines, nous donnent des acides aminés qui vont nous permettre de synthétiser tout un
tas de molécules dans notre organisme. Et donc, entre autres, des anticorps. Et donc, les personnes vont commencer à faire des... Mais pourquoi il y a autant de retard de diagnostic? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas reconnu comme un trouble, comme une maladie? Non, c'est récent? Non, oui, c'est relativement récent. C'est vrai que c'est relativement... Pourquoi je dis c'est relativement récent? Parce qu'en fin de compte, c'est une pathologie qui était relativement rare, mais qui commence de plus en plus. Statistiquement, on voit qu'au Maroc, il y a eu des statistiques... Elle était rare ou elle était mal connue? Je pense qu'elle était rare. Moi, à mon avis, elle était rare. Pourtant, on mangeait beaucoup plus de fibres avant. Il a été démontré maintenant qu'il y a plus de gluten, par exemple, dans le blé. Donc en fait, ce n'est pas le blé le problème, c'est le gluten dans le blé. C'est le gluten dans le blé, absolument, ce n'est pas le blé. Alors, quels sont les aliments? Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Vous avez le blé, on parle beaucoup du blé parce que c'est notre aliment de base au Maroc. Vous avez l'orge, le seigle et l'avoine. Donc, ce sont les 4 aliments dans lesquels nous avons du gluten. Le régime est très compliqué parce que... Le régime sans gluten. Le régime sans gluten est compliqué parce que... Il faut chercher des aliments sans gluten. Sans gluten. Comme la farine de maïs. La farine de maïs, bien sûr, la pomme de terre, le riz, qui nous apporte les glucides, qui nous donnent les glucides, l'amidon dont on a aussi besoin, parce qu'on a besoin aussi de glucides, et qui nous apporte aussi, ce sont des aliments dans lesquels il y a un certain nombre de micronutriments que l'on va retrouver en partie dans le blé, et puis dont on a besoin aussi. Mais en même temps, alors par rapport à ce discours-là, on se dit, est-ce que les experts se sont trompés, les nutritionnistes se sont trompés à encourager les gens à consommer beaucoup de fibres? Parce que quand on parle de fibres, on parle de céréales complètes, celles que vous avez citées justement. Or, ces mêmes céréales sont responsables de plus en plus d'allergies et d'intolérance au gluten. Oui, mais bon, on peut trouver, il y a du riz complet. C'est vrai que ça pose un problème au niveau des fibres, mais bon, dire beaucoup de fibres, il y a des normes au niveau des fibres, il ne faut pas dépasser... Parce que les spécialistes en nutrition insistent sur l'importance de consommer des fibres. Oui, mais les fibres, il y a différents types de fibres. Il y a les fibres que l'on va trouver justement dans ce genre d'aliments, mais aussi les fibres que l'on trouve dans les fruits, dans les légumes. Et c'est important. Alors, il n'y a pas de gluten dans les fruits et dans les légumes, donc, heureusement pour nous. Donc, il y a possibilité d'avoir, j'insiste sur ce point, une alimentation équilibrée pour des personnes qui sont intolérantes au gluten. On va parler du régime alimentaire si vous le permettez, mais juste avant, la spécificité aussi de ce trouble, c'est qu'il peut apparaître à n'importe quel âge. Donc autant dès la toute petite enfance ou dès la diversification alimentaire, autant ça peut apparaître au 3e âge, carrément. Qu'est-ce qui fait que ce soit aussi disparate? On ne sait pas encore. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore très claires par rapport à cette pathologie, à l'intolérance au gluten. Comment s'explique? Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une part génétique. Dans les familles, une famille dans laquelle il y a un papa, une maman, une tante, un oncle qui aurait fait une intolérance au gluten, c'est... Si vous voulez, il y a plus de probabilité. Plus de probabilité pour que quelqu'un, enfin de la famille, pourrait aussi faire une intolérance au gluten. Alors, ce qui est peut-être compliqué, c'est pour les enfants, parce qu'un enfant, forcément, il n'a pas ce recul nécessaire, cette information pour gérer son alimentation. Un enfant qui est, on va dire, qui ne fait pas de l'allergie, mais qui fait de l'intolérance complètement. Pardon, pas de l'intolérance, mais de... Voilà, c'est vraiment l'extrême. Il est intolérant au gluten. Comment on peut lui apprendre à se nourrir? C'est vrai que ce n'est pas simple, parce qu'il y a une part de frustration. Tout à fait. Voilà, une part de frustration. L'adulte peut, à la limite, gérer sa frustration. Pour un enfant, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment beaucoup lui parler. Il faut vraiment, si vous voulez, il faut absolument que les parents soient très vigilants, mais pas trop de pression. Il faudrait que ça vienne petit à petit. Il faut que l'enfant prenne conscience. C'est
très difficile. Ça, c'est évident, parce que quand il va à l'école et que tous les enfants prennent des biscuits, il a bien envie aussi de son biscuit. Donc, comment gérer? C'est que là, heureusement, de plus en plus, nous avons des aliments qui sont importés, qui sont sans gluten. Oui. Ça coûte cher. Et donc, c'est pour ça que préparer à la maison pour éviter la frustration de l'enfant, pour qu'il aille vers des choses qui ne sont pas bons pour sa santé, c'est important. Donc ne pas envoyer son enfant, s'il aime des gâteaux, il faut absolument préparer les gâteaux, lui donner des biscuits à emmener, mais préparer à la maison. Avec, bien sûr, il y a tout un ensemble de farine de maïs. Avec le maïs, bien sûr, absolument. Absolument. Ouais, ouais. Alors, on va parler du régime alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut absolument enlever et comment, justement, on peut avoir ces micronutriments, bon, les macronutriments, il n'y a pas de souci avec l'intolérance au gluten, mais comment on peut avoir tous ces micronutriments et ne pas faire de carence quand on fait de l'allergie ou de l'intolérance au gluten? Écoutez, le problème se pose aussi pour les macronutriments. Nous avons dans notre alimentation, dans un type d'alimentation dit équilibré, la part alimentaire qui nous vient des glucides doit être à hauteur de 50 à 55%. Ça veut dire que si on ne veut pas passer aux sucres rapides qui sont susceptibles d'entraîner avec le temps un problème de diabète, parce que ça entraîne rapidement une libération d'insuline, notre apport en glucides doit se faire surtout avec de l'amidon et puis avec la présence de fibres. Donc il ne faut pas associer fibres et gluten, c'est différent. Alors, ces aliments-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les intolérants au gluten, ça pourrait être la pomme de terre, le maïs, le riz, le quinoa qui commence à être fabriqué maintenant au Maroc, qui est très intéressant parce qu'il y a aussi pas mal de protéines et c'est intéressant. Voilà, je crois que c'est particulièrement ce genre d'aliments que nous avons facilement au Maroc qui pourrait remplacer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le blé, l'avoine, le seigle et voilà. Donc, absolument. Est-ce qu'il y a du gluten caché? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des sources de gluten cachées? Oui, oui. Alors justement, c'est le problème que nous avons au Maroc parce que nous n'avons pas encore l'étiquetage. Oui. Et ça, c'est un point important. L'étiquetage, on en parle depuis un moment, devrait être mis en place incessamment sous peu, mais malheureusement, pour le moment, ce n'est pas sur tous les ça peut être caché dans quel type de produit? Pour dans donner les des sauces, pistes, par exemple, dans les sauces. Les sauces préparées? Ouais. Des sauces préparées, ça peut être caché dans des biscuits, voilà, dans des choses qui... Quand vous dites les biscuits, à la limite, on peut le concevoir, parce qu'on se dit c'est fait à base de farine. La farine. Mais les sauces, dans quel type de sauce, par exemple? Alors, vous avez dans le ketchup, par exemple. Dans les sauces tomates. Dans les sauces tomates, il peut y avoir... Parce que le gluten, en fait, ça gélifie un petit peu. Ça peut être utilisé pour gélifier. C'est pas quelque chose qui est contenu bien sûr évidemment dans la tomate, mais ça peut... c'est un additif, voilà, on l'utilise en tant qu'additif. Merci beaucoup. Professeur Nabila El Hello, vous êtes biochimiste, consultante en nutrition. Merci pour votre éclairage sur le plateau dont se dit tout. Allergie, intolérance au gluten, stress, eh bien on a parlé de tous ces sujets ce matin. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci à toute l'équipe. Une émission, eh bien on l'a réussi en équipe justement. Et je tiens à remercier tous ceux qui m'aident à préparer et à réaliser On se dit tout. Merci et à très vite.